sur 88.4, sur 88.4, 88.4. Bonjour D6, salut. Tu es sur 88.4, l'émission Sam et Sam sur Radio Galère. Enchanté. Enchanté. Donc c'est la première à Marseille à la franchie? Non, en fait, on en parlait avec Gilles et j'ai oublié son prénom de la salle. Je crois que c'est une salle qui a 15 ans, 15 ou 16 ans. Et moi, il y a 15 ou 16 ans, j'avais fait une compil qui s'appelait Indépendant 91-93-13 avec Troisième œil. Ouais. Et on était venu faire un concert ici. Donc j'étais tout minot, comme vous dites ici. Donc c'est vrai que tu as fait beaucoup de feats avec les Marseillais. Ah oui. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, par Troisième œil, qui sont des gens avec lesquels j'ai commencé, Akhenaton m'avait entendu sur leur premier album. Et donc après, il m'avait invité pour participer à la BO Taxi 2. Ouais. Et un peu avant, avec Troisième œil, j'avais rencontré la FF, tout ça. Bah, d'ailleurs, sur le morceau L'Argent, sur le premier album de Troisième œil, il y avait Don Choa. Donc voilà, donc à un moment, puis j'ai vécu 1 mois et demi, 2 mois à Marseille, justement, quand j'enregistrais pour Taxi, tout ça. Donc oui, j'ai un rapport assez proche de Marseille. Je suis pas dans ce truc Paris-Marseille, ça n'a jamais été mon délire. Parce que j'aime beaucoup cette ville et je suis pas trop dans le foot, donc je m'en bats les reins. Moi, j'ai rien à foutre, donc tu vois. Et donc voilà. D'accord. Là, tu viens avec un album qui s'appelle Translucide, qui sort le 3 mars. C'est ça. Et tu le présentes en fait au public marseillais. Exactement. C'est-à-dire qu'il sort le 3 mars. Et là, je vais faire des titres que personne n'a entendus en fait. D'accord. Donc Marseille va avoir le public Marseille va avoir la primeur d'entendre pour la première fois. C'est le début de tes concerts à venir ou... C'est le début, c'est la première date. On a une trentaine de dates. D'accord. Première date à Marseille. D'accord. Et en fait, Translucide, c'est une trilogie. C'est ça. Si on regarde bien. Tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que je sais qu'au début, c'était un EP que tu as fait. Ouais. Qui s'appelait Lucide. Ensuite, il y a eu l'album Extra Lucide qui est sorti il y a 1 an et demi en octobre. Et là, Translucide qui clôt la trilogie. En fait, j'ai fait une trilogie parce qu'il y a 6 ans, j'ai dit que j'arrêtais le rap avec un album qui s'appelait This Is The End parce que j'étais écœuré par plein de choses. En fait, moi, j'ai connu le succès très jeune. À 19 ans, j'avais Akhenaton et Joey Star sur mon album. J'avais fait Je pète les plombs, tout le monde. Enfin, voilà. Et donc, on m'a propulsé du jour au lendemain. Moi, j'étais un mec qui rappait dans l'underground, comme j'ai expliqué, avec Troisième œil, FF, tout ça. Avec d'autres groupes à Paris, Rimmer à Gage, tout ça. Et j'ai fait un morceau pour une mixtape qui s'appelle Je pète les plombs, qui a tout déglingué. Et du jour au lendemain, j'étais propulsé comme le nouvel artiste, le chouchou de partout. Surtout que j'ai fait une vente de 600 000. Ah ouais, c'était très très un truc de fou quand même. Et donc, le problème en France, c'est que quand tu as un succès fulgurant comme ça, on te colle tout de suite une étiquette. Et moi, j'étais le rappeur marrant. Ça y est, j'étais que ça. Alors que j'avais fait qu'un titre comme ça. Ouais. Et que quand tu regardes même le titre, il y a du fond dans Je pète les plombs. Ça parle quand même des problèmes de société, tout ça et tout. Après, c'est traité de manière humoristique, mais il y a du fond. C'est pas un morceau de blague comme corde à sauter ou truc, tu vois. Bref. Et donc, t'as mis dans la peau de quelqu'un d'autre en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on m'a collé cette étiquette-là. Ouais. Et c'était très compliqué après pour moi de dire non, moi j'aime le peura, regardez, je fais d'autres trucs, mais non, on ne s'intéressait pas. Après, j'ai eu des problèmes avec des mecs de chez moi, enfin bref, j'étais écœuré par ce milieu-là et par tout ce que le rap m'apportait. Et j'ai dit j'arrête. Vraiment, je voulais arrêter, j'ai arrêté. Et puis le fait de m'arrêter, de me mettre sur la touche, j'ai repris des études, j'ai passé mon bac, j'ai fait du droit, tout ça, boum. Je me suis rendu compte que j'avais un public qui me suivait et qu'il y avait quand même des gens qui me voyaient au-delà du rappeur juste marrant. Et j'ai eu envie de revenir pour ça. Et c'est ce que j'ai fait avec le EP Lucide. D'accord. Et je me disais, en fait, j'ai tellement... Parce que je me suis arrêté, je me suis mis 3 ou 4 ans sur la touche. Ce que j'ai vu, Voilà. Donc j'avais plein de choses à raconter. Et je ne pouvais pas le raconter dans un disque. Donc je me suis dit, je vais faire une trilogie. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'était pas par rapport à ton label, parce que je sais que tu as aussi un label. Je me suis dit peut-être que tu as arrêté ces 2-3 ans parce que tu as un label, tu veux te consacrer là-dessus. Non. Ça n'a rien à voir en fait. C'est que tu es en train de préparer quelque chose. Ouais, c'est que j'étais en train de préparer. Moi-même, j'avais des problèmes personnels qu'il fallait que je règle. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et j'ai pu bien me reconstruire et revenir et bien dans mes pompes comme je suis aujourd'hui. D'accord. Et là, maintenant, tu es avec des musiciens. Déjà, en fait, j'ai été un des premiers rappeurs à mettre des musiciens avec moi sur scène. Et à faire une tournée avec des musiciens. Et oui, et maintenant ce que j'aime bien, c'est parce que en gros, moi j'avais vu Nas par exemple au Bataclan et j'avais pas aimé le concert parce qu'il était avec des musiciens et que quand tu écoutes l'album de Nas Illmatic, t'as envie d'entendre t'as envie d'entendre les caisses claires de DJ Premier, tu veux pas entendre une caisse claire d'un vrai batteur. Ouais. Donc ce qu'on fait avec mes musiciens, c'est que lui,
il a une machine qui s'appelle une SPD, on programme les sons donc de boîte à rythme qui sont utilisés dans le disque et lui il les joue en vrai. D'accord. Ce qui fait que tu as les deux, tu as le son machine mais avec la vélocité d'un mec qui joue. Pardon, et ça fait un son que j'aime beaucoup. D'accord. Je sais aussi que tu fais du théâtre. Ouais. Tu peux m'en parler un petit peu de ton théâtre? Alors en fait, dans les 3 ans où j'ai arrêté là, j'ai donné des cours au théâtre de l'Odéon de dramaturgie. C'est le mécanisme pour raconter une histoire. Parce qu'en gros, j'ai écrit 2 romans aussi. Quand j'ai arrêté, je me suis mis à la littérature. Et le patron de l'Odéon avait vraiment apprécié ma démarche et tout ça. Et il s'occupait d'une classe d'élèves en réinsertion scolaire pour éviter la prison, tout ça et tout. Il m'a dit, est-ce que tu veux t'en occuper avec moi? J'ai dit, ok. Il me dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je lui ai dit, moi j'aimerais leur apprendre, plutôt que ce soit juste le rap et qu'on parle toujours de rap, les intéresser à la littérature, au théâtre, au cinéma, à comment on raconte une histoire. Il a trouvé ça intéressant, c'est ce qu'on a fait. Plus tard, il y a une amie à elle qui s'appelle Razerka Ben Sadia Lavant, qui montait Othello. Et elle cherchait un Othello. Et il lui a parlé de moi. Il a dit, écoute, moi j'ai un jeune rappeur là qui est bon, qui connaît l'art de la dramaturgie, tout ça et tout. Il a déjà fait un peu de cinéma et tout. Je pense qu'il pourrait faire un bon Othello. Elle m'a rencontré, elle m'a proposé. J'ai fait Othello. Et donc ça a bien marché Ah ouais, ça a bien marché, ça a bien. Et d'ailleurs, on va être à Marseille, saison 2014-2015. Ah, déjà, au théâtre, on a fait une 30aine de dates l'année dernière. On a fait une 12aine de dates au théâtre de Nîmes. On a fait plus de 10 représentations au théâtre des Amandiers à Paris. À Nanterre, mais bon, c'est considéré comme à Paris. Et puis un peu partout, on a été à Sète, on a beaucoup fait le sud, des beaux théâtres. Je sais que, par rapport au théâtre, mais c'est grâce au film que tu avais fait avant Non, même pas, parce qu'elle avait pas vu le film. Elle avait pas vu le film, non. Rien du tout, elle avait pas vu ça, pas du tout. C'est juste que la personne en question au théâtre de l'Odéon lui a dit, écoute, ce jeune-là pourrait être bon pour Othello. Elle m'a rencontré, elle m'a dit, ok, c'est bon, on y va. D'accord. Et je sais que tu as fait 2 livres, un sur ton nom et l'autre sur le blast de DC's. Ouais. Donc pourquoi tu n'as pas fait les 2 sur ton nom? Alors tout ça, ça part d'un complexe d'infériorité. Parce que, tu sais, moi j'ai grandi dans un quartier, tout ça, et en gros, c'est comme si, inconsciemment, de la manière dont je m'étais construit par rapport au modèle que m'ont envoyé la société, les médias en général, c'est comme si la littérature, c'était pas pour moi. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que moi, à 12-13 ans, je lisais déjà des bouquins, j'aimais bien ça, mais j'en parlais pas avec les mecs du quartier. Parce qu'on parle plus de foot, on parle de littérature, c'est un truc, c'est pas pour nous. Et donc, quand j'ai sorti mon premier roman, quand je l'ai écrit, je me suis dit, je peux pas le sortir sous mon nom de rappeur, parce qu'un rappeur qui écrit un roman, c'est bizarre. Donc, j'ai sorti sous mon nom civil. Mais c'était un complexe d'infériorité, ça. Parce que on s'en fout de sous quel nom ça sort, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je l'ai compris après le premier roman. C'est-à-dire, le premier roman, je me suis pris la tête, j'ai fait une émission de télé avec Eric Nolot, Eric Zemmour. Bref, qui avait pas aimé le bouquin. Et qu'est-ce qu'il aime? Ouais, mais bon. Mais le fait de faire ce premier roman, de me casser les dents, et ça m'a donné la force d'en faire un second et de me détacher de ce complexe d'infériorité. Donc en 2009, c'est ça, hein? 2009, c'est le premier livre, et 2012, le deuxième, c'est ça? Non, je crois que c'est 2007, 2007, le premier roman, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était quand les dernières élections? Voilà, on parle aussi, c'est 2000, c'est 2012. Voilà, et l'autre c'était en 2011. Je l'ai écrit en 2007 et 2011. C'est ça. Donc après, tu as eu le temps de réfléchir et tu as eu le temps de te dire, attends, maintenant je vais. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans le premier roman, vu que c'était un premier roman et que j'ai essayé de bien faire, donc je me suis appliqué dans l'écriture. C'était comme si, tu vois, comme un élève qui veut trop bien faire et qui fait une belle rédaction et tout, mais ça manque de vie, quoi. Ça manque d'âme. Ou plutôt, il y avait de l'âme, parce que c'est quand même un sujet qui me parle, ça parle du Sénégal, tout ça et tout. Mais dans la forme, c'était trop appliqué. Et dans le second, j'ai dit, j'en ai plus rien à foutre. Je vais écrire avec mes tripes. Et là, j'ai écrit, et il est vraiment de meilleure facture que le premier, selon moi. En fait, il y a de multifonctions, tu fais tout. Ouais, mais quand tu regardes, tu sais, il y a un parallèle, parce que souvent, on me dit, ouais, tu fais plein de choses, mais en fait, je fais la même chose. Une chanson, je l'écris, un livre, je l'écris, un rôle, c'est écrit, tout passe par l'écriture, en fait. C'est pas comme si je faisais, je sais pas moi, de la peinture, et puis à côté, tu vois ce que je veux dire? Ça reste le même pot commun, quoi. Tu peux pas trop te présenter comme écrivain d'un seul coup, même un écrivain du rap ou un écrivain n'importe quelle musique, tu vois, c'est dur, parce que c'est quand même dur. C'est vrai, mais c'est justement parce qu'on catégorise trop les genres que des gens, par exemple, il y a plein de rappeurs, je suis persuadé qu'ils pourraient écrire des bouquins, parce que tu sens dans leurs plumes que c'est des mecs
ils ont cette force-là. Tu prends un mec comme Laura Luciano, moi c'est le meilleur rappeur français de tous les temps. Pour moi, je l'ai déjà dit, il le sait. Quand il écrit Les Mains Sales, le morceau Les Mains Sales, son solo dans le premier album de la FF, la puissance de son écriture, tu vois comment c'est, la 16, comment il scande les phrases simples, percussives, il fait ça sur tout un bouquin, c'est un bouquin de ouf. Ouais. C'est sûr et certain. Quand c'est simple aussi et qu'on comprend aussi, c'est sûr que c'est plus simple de. Mais en fait, c'est pour moi. D'exprimer en fait. Voilà, ouais. En fait, pour moi, l'écriture, donc c'est un style en premier, c'est des choses à dire en second, mais c'est un volcan en fait. Tu vois, et je parle pas que de choses violentes ou de subversives. C'est juste que pour moi, l'écriture, pour écrire un roman, c'est enlever toutes les conventions. Et chacun a ses conventions par rapport au milieu d'où il vient, l'époque à laquelle il a grandi, le contexte social, dans quelle famille, dans quel truc. C'est faire fi de toutes ces conventions et écrire ce qu'on a au fond des tripes. Après, il faut un style. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais tu vois certains rappeurs ou certains mecs qui écrivent, ça se voit qu'ils peuvent le faire. Juste, la société en général ne leur envoie pas cette image-là, donc ils ne s'autorisent pas à le faire. Moi, j'ai bravé ça. Voilà. Ouais, en plus, tu as bravé autre chose. Tu as bravé aussi que tu es allé directement dans la politique. En fait, ça c'était une erreur. Ouais, c'est ce que je suis en train de poser comme question. Ouais. Est-ce que vraiment c'est une erreur, c'est un regret. Un problème parce que en tant qu'artiste, tu peux mélanger les deux. Ouais, en fait, ça dépend en fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est plus naturel, mais en France, il y a tellement un côté cynique de la part des politiques, tu sais, qui récupèrent les gens et tout ça, que c'était très naïf de ma part. Et c'est un regret. Maintenant, je peux pas revenir dessus de toute façon. Et en plus. C'est pas comme si j'avais fait des réunions et tout ça. J'ai jamais pris de carte dans aucun parti. J'ai participé à un meeting au Stade Charity où il y avait Ségolène, il y avait aussi Kerry James, il y avait plein d'artistes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais ils t'ont repris en même temps, même si tu as participé une fois, tu t'es retrouvé quand même amateur et te dire c'est bon, on fait partie des. Voilà. Après, c'est à un moment bien précis. C'est quand elle était opposée à Nicolas Sarkozy, donc dans l'entre-deux tours. Et voilà, j'étais clairement contre Sarkozy par rapport à sa phrase sur les Karcher et tout ça et tout truc. Ah ouais, c'est sûr. Et voilà, donc mais c'était maladroit, ça servait à rien et puis voilà. Surtout voilà, tu te fais cataloguer. Voilà, exactement. Tu n'as pas envie d'être là et que. Ouais, exactement. Et tu as dit à un moment donné, this is the end. Ouais. Donc tu as attaqué sur de la house. Pas exactement, c'était plus du. Lèvres rouges, je crois que c'est ça. Ah, rouge à lèvres. Ah oui, mais alors. Rouge à lèvres, c'est pas tout à fait de la house. Rouge à lèvres, c'est un espèce de genre musical qu'ils ont réussi à créer en s'inspirant de la house, mais pas que de la house, de la funk, un peu des années 80, tu vois. C'est un punk, je sais pas. This is Peter Punk. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est mon album aux inspirations rock. Ouais. Tu vois. En gros, moi, je suis un mec curieux, tu vois. Je suis un mec curieux, je suis un artiste curieux et je déteste qu'on me mette dans une case. Donc tous ces trucs que j'ai essayé de faire à droite à gauche, c'est vraiment de la curiosité et c'est de l'impuissance en fait. Voilà, c'est ça. Mais à chaque fois sincère. Ah non, ça n'a pas du tout marché. L'album Peter Punk, il n'a pas du tout marché. Rouge à lèvres, c'est cool, c'est vraiment, on est dans un réseau underground et tout, c'est très très cool. Mais j'ai clairement pas fait ces choix-là pour l'oseille, pas du tout. De toute façon, juste pour tester. Ouais, voilà. Juste parce que ça me faisait plaisir. Et après, tu as fait du rock directement. Ouais, et là, en album. Mais en fait, c'est un truc que tu as toujours voulu faire. Ouais. Parce que tu étais dans la musique tout jeune. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et tu te dis, bon, allez, maintenant, je vais me lancer un petit peu dans. Ouais, en fait, c'est pas genre je vais devenir un rocker, c'est pas ça. C'est que je voulais teinter mon rap d'autres musiques. De la même manière que Michael Jackson, pour se regarder. Quand il a appelé Van Halen, tu vois ce que je veux dire, ou Rod Temperton pour Thriller, et qu'il a teinté son disco funk de rock, par exemple, tu prends Beat It. C'est un gros breakbeat de programmé avec une grosse guitare, un gros riff de guitare dessus. C'était, tu vois, c'est une espèce de fusion intéressante. Et je voulais faire ça avec le rap. Tu vois, donc c'est une démarche artistique. Est-ce que ça a été bien perçu? Non, pas du tout. C'est vrai quand même que tu veux essayer de faire quelque chose d'autre. C'est la France. C'est la France. C'est un petit peu embêtant. Et c'est vrai que j'ai entendu parler aussi que tu avais vendu beaucoup de CD au Sénégal. Ouais. Tu aimes bien ce pays? Ah ouais, c'est mon pays aussi. Oui, aussi. Il faut mon père est sénégalais. Et il y a une histoire de cassette. Ouais. Tu peux m'expliquer un petit peu cette histoire de cassette que tu as vendue qu'au Sénégal parce que tu n'as pas vendu en France? Exactement. En fait, donc après mon premier album Poisson Rouge, qui est sorti en France, sur lequel avait Je pète tes plombs et tout, un peu avant cet album-là, j'étais parti au Sénégal.
Et évidemment, vu que j'ai eu un gros succès ici, ils étaient fiers là-bas, l'enfant du pays, tout ça et tout truc, ils étaient fiers. Et je me suis dit, mais je connais pas le Sénégal, j'ai pas grandi et tout, mais ça fait 2-3 fois que j'y vais et tout, je commence à connaître un peu, j'ai envie de parler de ma réalité par rapport, en tant que métis, par rapport à ce pays-là. Et je me suis dit, de la même manière que j'ai développé une carrière en France, je vais développer une carrière au Sénégal. Et pour pas arriver avec mes gros sabots d'Européens, de Français et tout, qui sort son CD de... parce que j'aime pas ça du tout. Je me suis dit, je vais respecter les réalités locales et je vais enregistrer mon album avec les réalités locales. Et je vais le sortir en cassette, comme là-bas et tout, au marché Sandaga et tout, avec le truc et tout. Et je trouvais ça... Voilà, et donc j'ai sorti 2 albums là-bas, Santé Yala et Sama Adiana, qui sont sortis en cassette et qu'on trouve là-bas sur les marchés et tout ça. Il y en a encore. Il y en a encore. C'est fou quand même qu'ils sont encore avec les cassettes. Ah non, c'est cool. Il y a aussi des CD maintenant, il y a aussi des CD, mais voilà, les cassettes dans les postes autoradio et tout, enfin c'est cool, c'est vraiment... Nice. D'accord. Maintenant, voilà, on va parler un petit peu du concert. Tu vas venir à la franchise. Tu connais le public marseillais comme il est aussi. Ouais. Ils attendent toujours plus et pour les faire bouger, c'est compliqué. Ouais. Tu appréhendes, non? Moi, on m'a toujours dit ça, mais franchement, je touche du bois jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est toujours extrêmement bien passé à Marseille. La dernière fois, il y a 1 an et demi, j'étais à l'Espace Julien. Ouais. Le concert, c'était le feu. Ouais, c'est compliqué quand on connaît le public marseillais. En fait, je crois que le public marseillais, après... Et c'est là peut-être avec les Marseillais? Non, c'est pas ça. C'est que je pense que... En fait, il y a des publics un peu plus faciles, tu vois, un peu plus chaleureux naturellement. Tu vas prendre Lille, par exemple. Ouais. C'est un public qui est... De toute façon, les gens du Nord, en général, ils sont... Tu vois, dans le Sud, ils sont un peu plus à regarder tout truc, tu vois. Mais si tu donnes, s'ils voient que t'es pas là, t'es pas là pour frimer, t'es pas là pour truc, et que t'envoies, et que les gens ils ont payé leur place, tu respectes le fait que les gens ont payé leur place, et t'es là pour leur donner réellement, les gens ils t'adoptent tout de suite. Ouais. Et moi, ça s'est toujours passé comme ça. T'es nickel avec moi. Moi, c'est un plaisir. Je me sens béni de faire ce métier-là et de gagner ma vie grâce à ce métier-là. Je vais jamais. Pour moi, quand je viens là, je fais pas mon boulot. Hein. Non, mais c'est pas des belles paroles. Tu vois, je suis heureux. C'est un plaisir, quoi, en fait. Je suis heureux encore aujourd'hui, après 15 ans de carrière. Voilà, il y a mon nom sur une affiche et il y a des gens qui viennent me voir, qui viennent voir le travail que j'ai fait. Comment je pourrais être blasé? Comment je pourrais être saoulé? Je peux comprendre qu'on est saoulé si tous les jours on va nettoyer des chiottes ou truc. Je peux comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi j'ai trop de chance. Tu vois? Après il y a beaucoup de travail derrière. Il y a énormément de travail derrière. Ça se voit sur le show que le truc. Tu vois, c'est pas un rappeur avec un DJ qui fait ouais, et qui se balade. Moi, mes shows, c'est pas comme ça. C'est travailler, des enchaînements, il y a une construction. Le fait que j'écris des bouquins par rapport à la dramaturgie, c'est une histoire que je raconte. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des musiciens avec moi, il y a un show lumière, enfin tu vois, c'est quelque chose, c'est pas comme ça. On n'a pas répété 3 jours dans une cave et on vient vous proposer ça, tout le monde peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les semaines, des répétitions ou... Non, il y a 4 jours de répétition, 4 jours de résidence en conditions réelles. Tu vois, il y a des... Enfin voilà, c'est un vrai travail quoi. C'est un vrai travail. Et que penses-tu de la salle de la franchise? Eh ben, elle est refaite et tout. Moi, je trouve ça super bien. Je suis trop content qu'on commence la soirée. La salle est trop bien, l'ergonomie est trop bien. Tu as encore entendu le son? Non, pas encore. Super son. Ouais. Tu vas te régaler. J'ai hâte. D'autres projets dans l'avenir ou non? Ah, toujours. Hein. Moi, je pense déjà à mon prochain disque. Mais bon, ça, ce sera après. Bah, on espère. Bon, déjà le 3 mars. C'est ça. 3 mars, Translucide. Ouais. Et il est déjà en préco sur iTunes maintenant, pour ceux qui veulent l'avoir avant. Et il y a un titre offert en plus. Eh ben, merci. Merci à toi. Allez, pas de soucis. À la bientôt. Yo. Sur 88.4, sur 88.4, 88.4.